de mes 7 à 20 ans, j'ai fait du sport co, je faisais du basket. Et je pense que ça a beaucoup joué dans ce truc collectif. Quels ont été les grands enseignements avec le recul de ces années Montpellier-Rennes, mais de l'enseignement de Manu particulier? Bon, c'est pas un cursus que j'ai continué. J'ai vu que j'avais plus de futur dans le classique que dans le jazz. Et j'ai toujours eu l'impression que t'es un homme du collectif. Enfin, tu vois, t'es un team player. Et t'aimes la collectivité, t'aimes le partage, sous toutes ses formes. Comment, justement, j'ai l'impression que c'est un rôle qui te tient au-delà de la musique, qui te tient vachement à cœur. C'est pas une priorité que de la transmettre, mais quasiment, quoi. Je veux que ça reste. Je veux pas que ça soit trop dénaturé non plus, même si ça évolue. Moi, j'étais super fier de faire cette trompette avec toi. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu passer la chose, donc on a mis au point une trompette ensemble qui s'appelle la trompette Ludovic, en hommage à Ludovic Vaillant, qui était ton prédécesseur il y a bien longtemps. Ouais. Que conseilles-tu à de futurs musiciens en herbe pour affronter ce chemin qui mène à ce métier? De travailler un petit peu tous les jours, et surtout la pratique collective quand on est petit, c'est ce qui stimule le plus, je pense. Bonjour, bienvenue dans le podcast Cuivre à la française pour la première fois en vidéo avec grand trompettiste français Rémi Joussemet. Très heureux de te recevoir aujourd'hui. Eh bien, salut Adrien, je suis très heureux aussi d'inaugurer ce nouveau format. On va pas faire semblant, on est super potes dans la vie, donc on va faire ça entre potes comme le dimanche à la maison. Ça va me détendre, voilà. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Eh bien, tu l'as dit, Rémi Joussemet, trompettiste, originaire de la Savoie. Sudiste par adaptation 10 ans plus tard. Voilà, je suis actuellement trompette solo de l'Orchestre national de France et j'enseigne aussi au Conservatoire à rayonnement départemental de Saint-Germain-en-Laye et au CRR de Rueil-Malmaison. Très bien, on a un peu de temps, tu connais le podcast, je sais que tu es un grand fan, donc oui, voilà. Est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours musical depuis ton enfance, un peu disséminé Oui, bien sûr. En France. Et comme tu le sais, je suis né en Savoie, dans la vallée de la Maurienne. Donc j'y ai débuté la trompette à l'âge de 7 ans, avec Gabriel Géant. J'ai commencé l'harmonie aussi là-bas, dans une région qui, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, les orchestres d'harmonie avaient le vent en poupe. Donc j'ai pu pratiquer la musique d'ensemble pas mal. Et à l'âge de 10 ans, je suis parti dans le sud de la France pour des raisons professionnelles de la part de mon papa. Voilà, on est descendu dans le sud et j'ai continué mon cursus de trompette avec Michel Testenière, que tu connais, voilà, au conservatoire de Carpentras. On habitait Baume-de-Venise, une région viticole. Très bien. Et justement, tu peux nous dire donc, quand tu arrives chez Michel, à quel âge tu as, quels ont été les grands enseignements et puis la suite du parcours? Voilà, alors Michel a fortement marqué mon parcours. C'est pas un secret, il le sait, tu le sais aussi. C'est un monsieur qui a, je vais peut-être dire une bêtise, Michel, je suis désolé, mais je vais dire 67 ans peut-être, voilà. Donc qui est d'une génération où il venait habillé en costard au conservatoire. Donc bonne valeur, la passion de la musique, de la trompette, la passion du répertoire méconnu aussi, voilà, ou peu joué, disons. Donc il m'a fait découvrir plein de choses, travailler les bases comme il les a faites lui. Enfin, j'en passe, je vais pas toutes les citer. Mais voilà, donc c'était la rigueur, la passion et le partage de la musique. Très bien. Et donc la suite, on va parler évidemment du grand, immense Manu Colombert. Oui, le mot est faible. Tu peux nous parler à quel moment et dans quel cadre tu rencontres Manu et comment tu deviens son élève? Donc, à la suite de mon cursus étudiant, je suis parti à Montpellier, voilà, découvrir cette magnifique ville pour y passer le bac musique. Un bac musique qui s'appelait TMD, qui s'appelle S2 TMD maintenant et qu'on appelait avant encore bac F11. Donc, sous l'impulsion de Michel, toujours, il m'a conseillé d'aller à Montpellier rencontrer Emmanuel Colombert. Et pareil, je remercie Michel de m'avoir envoyé vers Emmanuel, sans qui je serais peut-être pas là où je suis actuellement, très certainement. Donc chez Manu, c'était toujours dans un bon état d'esprit, mais avec beaucoup d'exigences aussi, du travail régulier, on faisait des chauffes quasi tous les matins, si c'est pas tous les matins. Il était très disponible pour ses élèves, aussi bien pour les cours que pour les moments de convivialité. En plus, j'ai eu la chance de vivre une époque à Montpellier où on était pas mal de grands élèves. Donc il y avait une saine émulation de moments de partage après les cours qui étaient juste incroyables. J'ai rencontré des amis, de vrais amis à Montpellier. Donc voilà, c'était dans une ville étudiante, donc il y avait tout pour passer une scolarité peut-être pas très assidue, mais très agréable. Très bien. Et justement, quels ont été les grands enseignements avec le recul de ces années Montpellier-Rennes, mais de l'enseignement de Manu particulier?
Avec le recul, ce que je peux dire là, c'est le travail technique qu'on a fait avec Manu a été tellement bien fait, tellement répété qu'en arrivant au CNSM, quelques années après, j'étais pas à la traîne. Comme pas perdu de temps, mais j'ai pas dû rattraper du temps sur le travail technique. Voilà, on faisait ça très régulièrement avec Manu, avec Nicolas Serrano aussi que tu connais, qui est aussi prof de trompette au conservatoire. On y a passé du temps et toujours avec beaucoup d'exigences. Donc ces années-là, alors on a vu du répertoire aussi, bien évidemment. Mais avec le recul, pour répondre à ta question, voilà, c'est vraiment ce travail technique qui m'a été... que j'ai acquis en fait. Voilà. Et avant d'arriver sur la suite, évidemment, le CNSM, j'aimerais que tu parles aussi de ton rapport au jazz. Je sais que c'est quelque chose qui t'a toujours nourri, certainement aussi par ton papa. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Surtout avec des personnalités comme celle de Manu, qui finalement connaît ces deux univers. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ce qu'on dit de Manu, c'est qu'il a eu le cursus le plus long au sein du CNSM parce qu'il a fait le jazz et le classique. Voilà. Alors je crois qu'il a commencé par le jazz, il a intégré le CNSM en classe de jazz et après dans le cursus classique. Oui, alors j'ai une forte affection pour le jazz et la variété, tu le sais. Hein. Nos soirées sont souvent animées de chansons françaises. Donc oui, mon papa, musicien, voilà, je l'ai pas dit, tu m'aides beaucoup là. Musicien, saxophoniste à l'époque. Donc les premières notes de musique que j'ai entendues, c'était les musiciens de Michel Sardou, Eddie Mitchell, Michel Jonas, donc Caco Besso, Éric Josserand, Claude Egea, avec Captain Mercier aussi, Jean Gobinet. Voilà, des références qui me sont chers et que j'écoute très très régulièrement. Et Manu, voilà, a entretenu encore ce feeling avec le jazz parce qu'on pratiquait aussi le jazz. J'ai fait 1 an ou 2 de cursus jazz à Montpellier avec Serge Lazarevitch, Alfred Vilayek et un professeur de piano dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Mais voilà, donc j'ai voulu ne pas lâcher ça parce que ça me faisait du bien, parce que ça change, parce que ça lève les oreilles, parce que ça fait bosser aussi. Bon, c'est pas un cursus que j'ai continué. Hein. J'ai vu que j'avais plus de futur dans le classique que dans le jazz. Puis une fois que tu as eu ta photo avec Wynton Marsalis, tu t'es dit que tout c'était mon goal. J'ai arrêté. Hein. Là, de toute façon, on s'appelle régulièrement. Hein. Très bien. Ouais, passons à la suite. Du coup, est-ce que tu peux parler de ton arrivée au CNSM? Comment ça s'est fait? Moi, j'ai un souvenir très précis de ça. On s'est rencontrés, commencé à se côtoyer à ce moment-là. Ouais. Je te vois filer des programmes au 13e, à Clément-Saunier, dans des salles au sous-sol. Dans la salle d'orgue, là. Je me souviens. Et justement, avant de rentrer au CNSM, dans une année un peu particulière, je me souviens aussi, parce que j'avais déjà mon atelier, j'étais déjà un peu dans la place et je voyais ce qui s'y passait. Mais on s'était rencontrés au Paris-Brassens déjà. Ouais, bien sûr, mais on continuait à se côtoyer. Ouais. Et je me souviens de l'année où tu t'es présenté, c'était une année un peu particulière parce que il y avait peu de place et on savait que y avait le prodige du moment qui se présentait, qui est Lucienne, bien évidemment. Bien et toi, tu pars la fleur au fusil, tu rentres en même temps qu'elle. Tu peux nous raconter ce concours? Est-ce que tu as mémoire de tout ça? Alors ça, c'est le 2e concours. Ah, je savais pas qu'il y avait un premier. Parce que j'ai passé le CNSM une année avant, où là, il y avait beaucoup de place. Ouais. Et je ne l'ai pas eu, hein, j'ai même pas passé un tour. Et on a eu un bon débrief après ça avec Manu sur l'occupation des activités d'été. Voilà. Donc, cette 2e préparation de concours a été différente. Mon état d'esprit était différent, celui de Manu aussi, certainement. Parce que tout le monde connaît Manu Colombert, sa gentillesse, sa générosité. Mais j'ai quand même fini quelques cours en chialant. Hein. Parce qu'il était hyper, toujours exigeant. C'est peut-être le mot qui va revenir le plus pendant notre échange. Mais il m'a dit, c'est ta 2e fois. Donc là, tu as grosso modo plus le droit à l'erreur. Tu sais ce que c'est, tu connais le contexte. Donc maintenant, tu vas te préparer correctement. En plus de ça, la première fois où j'ai loupé le CNSM, faut savoir que j'étais plus à la maison. Donc mes parents avaient plus le regard sur la façon dont j'occupais mes journées. Ils voyaient juste le taux d'absentéisme en cours. Donc, j'étais pas vraiment hyper fier à ce moment-là. Donc, mon père, à la suite de l'échec à la première présentation CNSM, a eu Manu au téléphone pendant 3 quarts d'heure. Je vais l'envoyer à l'armée, ça lui fera les pattes. Bref, donc Manu a rattrapé le coup. Et après, on s'est préparé vraiment de manière consciencieuse. Et c'était le challenge, c'était ça. Voilà. Je savais qu'il y avait Lucienne, effectivement. Il y avait une place cette année-là, oui, c'est vrai. Il y avait une place cette année-là. Mais en toute honnêteté, j'ai pas pris la mesure de Lucienne prodige. Ça rentrait pas en compte. Naïveté, ignorance, enfin je sais pas, mais bon. Au moins, ça m'a aidé à me préparer correctement sans me dire, bon, de toute façon, elle va rentrer. Voilà, ça, je l'avais pas... J'avais éteint cette case-là. Et puis, résultat des courses, elle rentre. Je finis premier sur liste d'attente, donc 2e du concours. Super, encore un échec. Et la même année, j'ai fait Lyon.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Ouais. oui, bien sûr, je suis bête avec Marie-Sophie qui est rentrée Avec- la même année. Ouais. Exactement. Marie-Sophie, puis j'en Richard passais. Brice, Ouais, voilà, j'en passais je des me meilleurs. souviens, bien sûr. Oui, c'est vrai que j'avais oublié cet épisode. Ouais. Donc je finis par rentrer au CNSM de Lyon, très heureux, pas trop loin du sud. Voilà, je me dis, bon, bah finalement, je vais pas être si mal que ça. En plus, le CNSM est très joli, dans un très bel endroit. Et je me rappellerai ma vie du coup de fil de Madame Kozak, que tu connais, qui m'annonce que, donc Madame Kozak, administrative au conservatoire, qui m'annonce que, ben, il y a une place qui se libère. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'arrive. Évidemment, j'arrive. Et l'été d'après, je faisais le stage, je sais pas si tu te rappelles, à Surgères. Et les deux profs invités étaient Clément Garec Ah oui, bien sûr. et Thierry Cans. Ah oui, une belle année de Surgères, je m'en souviens très bien. Oui, carrément. Et donc, je quitte la classe de Thierry Cans pour aller dans la classe de Clément Garec. Donc là, Clément Saunier me dit, bon, j'espère que tu as prévenu. Oui, oui. Bon, je l'avais pas prévenu. Enfin, j'appréhendais ce moment de dire à Thierry Cans, en fait, je viens pas parce que j'étais prêt à Paris. Enfin, c'est pas évident. Donc j'ai pris mon courage, j'ai fait un mail à Thierry Cans en lui indiquant, avant le stage bien sûr, que j'allais à Paris. Bon, il l'a pas mal pris, hein, et le stage s'est très bien passé. Donc voilà, j'intègre, je suis dans la même promotion que Lucienne Renaudin, Paris. Et parlons justement de ces années CNSM qui sont, j'ai l'impression, où tu as éclos. Évidemment, parlons de Clément Garec, ton professeur que tu as eu. Quels ont été les grands enseignements de son enseignement, de sa pédagogie, de son coaching, j'ai envie de dire, parce qu'il est souvent défini un peu de cette manière. Mais aussi l'ambiance du conservatoire, l'écosystème. On est de la même génération, on l'a dit, donc on va pas se répéter, mais on a toujours grandi et vécu ensemble, et j'ai eu l'impression, alors certainement que c'est de ma génération, donc c'est certainement un petit peu exacerbé, mais que vous avez tous grandi ensemble, évidemment, je pense au Ravière, au Célestin, à tous ces gens-là, Évidemment. où il y a une émulation qui était vraiment saine et dynamique, quoi. Bah, effectivement, c'est un sujet qu'on ne peut qu'aborder, parce que ce sont des années particulières, avec plein d'émotions, très dense. Et donc l'arrivée dans la classe donc de Clément Garec et Pierre Gillet, bon bah t'arrives un peu la boule au ventre, hein, les premiers cours, c'est toujours un peu particulier, mais très vite mis à l'aise par les autres élèves que t'as cités, par Clément Garec, Pierre Gillet aussi, voilà, exigeant mais toujours bienveillant. Tu l'as dit, Clément Garec a la réputation d'être un merveilleux coach, et j'ai vérifié cet aspect-là, et j'ai adoré les 4 ans que j'ai passé avec lui. Ont été juste... Non, j'ai passé 5 ans avec lui. Non, 4 ans avec Clément Garec. Oui, c'est vrai 2 ans. En plus, oui, bien sûr, j'ai vécu le changement de bien sûr. 4 années magnifiques. Oui, effectivement, j'ai développé un peu le côté la niaque. J'appelle ça vulgairement la niaque. L'envie de bien faire, l'envie d'y aller, pas d'aller au combat, mais de montrer ce qu'on peut faire, de ce que je savais faire à l'époque. Et Clément Garec, il est juste génial pour aller dans ce sens-là. À côté de ça, le travail avec... le travail perso qu'on faisait avec Célestin, Ravière, François Petitpré, Marc Alentier, tous les matins, c'était chauffant. Peu importe la veille, ce qui s'était passé, c'est à 9h au plus tard, on faisait nos chauffes collectives, et c'est juste une chance de pouvoir travailler pendant des années avec une émulation saine. Non mec, ça va pas ce que t'es en train de faire, c'est pas homogène la touche, machin, ah ouais mince, et forcément que tu progresses 10 fois plus vite. Et justement, tu peux nous parler des grands enseignements justement avec le recul, maintenant que tu es plus musicien d'orchestre, tu te dis finalement les choses que tu n'as pas forcément conscientisées au moment où tu étais étudiant, et te dire avec Clément Garec, ah oui, en fait ça, il m'a vraiment... le caractère, le tempérament de jeu, le tempérament perso, mais qu'il se passe quelque chose, que ça soit pas plat comme ça, qui est un dialogue convaincant, et d'être convaincu de ça aussi. Pour exemple, on en a parlé avec Ravière, parce qu'il est venu te voir pour le podcast il y a peu de temps, donc on a fait un petit débrief de nos années. Et c'est lui qui m'a remémoré la fois où donc j'étais au pupitre pour travailler Tomasi, et ça devait pas aller à Monsieur Garec. Donc il me dit « Ok, pose ta trompette, tu te mets debout sur la chaise et tu chantes. On ouvre les fenêtres, je veux que tu réveilles le conservatoire. » Et dans ces moments-là, il y a toujours des visiteurs qui passent. Donc, je suis debout sur la chaise, et je sais plus, je veux plus dire de bêtises, mais voilà, t'as des invités qui passent, et là, t'es là, ok. Mais c'est pas pour autant qu'ils te lâchent, hein.
continue. Et là, juste des souvenirs incroyables. Et du coup, ça permet, voilà, au bout de quelques minutes, se lâcher. Tu reprends la trompette. Et effectivement, c'est différent. Alors, c'est peut-être pas très conventionnel, mais en attendant, ça marche. Voilà, enfin, ça a marché pour moi. Très bien. Et parlons de la suite du parcours. Je me souviens aussi dans cette émulation, il y a des concours d'orchestre, des premières tours passés, des finales, mais aussi ta première expérience professionnelle avec la musique des Gardiens de la Paix. Tu peux nous parler de ça ? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, à partir de mon arrivée à Paris, il y a eu pas mal de concours d'orchestre. Hein. Je pense qu'il y en avait en moyenne 2-3 par an, donc ce qui est quand même pas mal. Jusqu'à 5 des fois. Et les premiers concours ont plutôt bien marché. Mon premier concours, c'était à l'ONPL, quand Maxime Fasquelle est rentré. Donc là, je passe un tour. Oui, c'est ça, je passe un tour. Donc déjà, pour moi, très surpris, agréablement. Le concours d'après, au Capitole de Toulouse, où Nico Pardo rentre. Et là, on se retrouve en finale avec Nicolas, donc Célestin et moi. Et là, j'hallucine. Enfin, je me dis, oh, ok, c'est génial, je suis peut-être pas loin. Et peu de temps avant, j'étais venu, peut-être 10-15 jours avant, j'étais venu à ton atelier parce que Clément Garec m'avait viré de cours et m'avait dit tu vas faire dévernir ta trompette et changer ta branche. Je me souviens, c'était un mardi soir. Ouais, et en sortant, tu te souviens ? Oui, il m'a appelé parce qu'il s'était fait voler son pot d'échappement sur le T-Max. Il m'a demandé si j'avais pas vu des loupards traîner près de son scooter. Bref, et donc il fallait que je revienne le lendemain en cours avec la trompette dévernie ou je revenais pas. Donc t'as été hyper réactif parce que je suis pas arrivé chez toi de bonne heure. Et donc je dis ça, mais en fait il vient de me dire ça. C'était au sous-sol de chez mes parents. C'était au sous-sol. Ouais, c'est il y a longtemps. Ouais. Et donc ça a apporté ses... Enfin, je veux dire, en tout cas, la patte de son qui en est sortie a plu au Capitole. Donc j'en ai récupéré des bons retours en plus. Et donc là, il y a comme une prise de conscience quand même sur les enjeux. Parce que là, j'étais jeune, insouciant... J'y allais la fleur au fusil, comme tu as dit tout à l'heure. Et de là, après, il y a une petite conscience qui se met en place de « Ok, bon, en fait, peut-être que je peux me placer, peut-être que ça peut marcher. » Et après, les concours qui ont suivi ça, la démarche n'était plus la même, l'état d'esprit n'était plus la même. Et après, j'ai eu un petit down, ou quelques concours où je passe plus un tour, où je m'arrête au deuxième tour. Et je me rappelle notamment du concours à Bordeaux, où quand Pierre est rentré. Et là, j'ai chialé. J'ai appelé mon père, je fais putain, ça a encore foiré, chialé et tout. Enfin, et là, j'étais vraiment touché par les défaites, les défaites, si on peut appeler ça comme ça. Après, il y a eu le concours à Montpellier, où là, je l'attendais fort. Je crois que j'étais déjà à l'APP là. Mais quand même, tu te dis, bon, c'est le concours que je voulais. Allez, encore un coup sur la tranche. Mais bon, j'avais ma place à l'APP à ce moment-là. C'était une libération, cette place à l'APP pour toi ? D'avoir une espèce de sécurité, un salaire, enfin quelque chose... Ça a été une sécurité J'étais proche de la fin du CNSM, de mon cursus. Et donc ça a été une libération parce que j'avais un endroit pour continuer de travailler. En fait, ça a été ça plus que le salaire. Forcément, une situation financière stable, bien sûr que c'était bienvenu à ce moment-là. Mais surtout, j'avais un endroit où je savais que j'allais pouvoir bosser. Parce qu'une fois que tu sors du sup... à moins de faire un autre cursus, musique de chambre ou quoi, t'as plus accès. Encore moins maintenant, parce que c'est devenu très drastique. Mais quand tu dis un endroit où bosser, c'est évidemment bosser sa trompette dans une salle. Voilà. Donc j'avais un taf et un endroit pour bosser pour travailler personnellement. Voilà, donc, et puis à l'APP, j'ai rencontré quand même. J'ai passé de très bons moments à l'APP. Hein. Tu connais bien l'équipe. David, Thierry, Arnaud, tout ça, là, on a eu de belles parties de rigolade avec nos déplacements, tout ça. Alex Oliveri, avec qui j'étais au CNSM, a intégré l'orchestre de la police. Donc heureux, hein. Tu vois, t'as ton pote qui arrive, c'est juste génial. Et on a vécu le Covid aussi peu de temps après. J'ai une anecdote là-dessus, je me souviens très bien d'une Marseillaise. Tu peux raconter ça ? Oui, vas-y, on est là pour ça. De mémoire, si je me trompe pas, tu as bougé pendant le Covid, je sais plus ce que t'avais... Oui, j'avais la carte de police, donc j'étais descendu à Montpellier. Ouais. Ah ça c'est une belle anecdote aussi, la carte de police. Oui, ouais, pour après. Bien vu. Et donc, il a fallu jouer ce moment où il y avait des vidéos un peu interposées où tout le monde jouait son morceau. Et t'as joué la Marseillaise, mais t'avais pas ton uniforme, donc de mémoire... J'étais parti à Montpellier, histoire de profiter un peu. Ouais, donc t'as joué avec une espèce de chemise avec une ficelle rouge pour simuler... Oui, en fait, l'été, c'est la tenue blanche.
avec la fourragère. Donc, alors c'est des petites vignettes quand tu fais ces vidéos là, c'est ce format-là. Donc je me suis dit bon, j'ai pas le choix, c'était une obligation et il fallait le faire. Donc là tu trouves une chemise blanche, ça va. Et puis après je sais plus ce que j'avais pris, mais j'avais dû défaire les affaires de Louis, prendre des trucs et voilà, tu te mets une fourragère. Et j'avais collé des scotch, j'avais trouvé des scotch pour les galons. Dans les plaquettes ça se voyait pas, mais quand tu le savais, ça faisait vraiment le déguisement, quoi. Mais finalement, il y a que le monteur qui le savait. Donc ça... Mais donc à la PP, c'est formateur. Hein. C'est très très formateur. Hein. Tu connais le job. Faire les cérémonies sous la flotte, attendre pendant des plombes. Alors sous la flotte c'est une chose, mais en plein soleil c'est encore, je crois que c'est plus dur. Et quand t'es à ce moment-là, est-ce que t'as déjà évidemment l'ambition de refaire des concours, mais est-ce que t'as l'ambition, parce que tu vois là tu disais des échecs que t'as vécu de manière un peu dure, notamment tu vois sur des postes de deuxième, est-ce que tu dis non mais moi je veux être soliste dans un des grands orchestres de Paris, ou l'ambition elle vient plus tard? Non, j'ai jamais eu cet objectif j'ai jamais visé que des postes de trompette solo. Hein. Ouais. J'avais pas cet état d'esprit là. Je faisais les concours quand ils arrivaient en fait, tout simplement. Tu vois, j'ai fait des postes de deuxième, notamment à l'ONPL, au Capitole, à l'Opéra. Mais c'est vrai que en avançant un peu, je vois que les postes de trompette solo que je fais, je suis pas toujours ridicule. Je dis bien toujours. Et juste avant de rentrer à la police, il y avait eu le concours de trompette solo à l'Orchestre de Paris, où cette fois-ci le concours avait été infructueux. Donc je passe de trompette solo, enfin finaliste au concours de trompette solo, après à la PP, et j'ai eu des commentaires genre dis donc ça change un peu quand même, tu vois. Donc bon, heureusement vu que je suis un peu naïf, je l'ai pas pris mal, mais j'ai quand même réfléchi après. Et non, après j'ai continué de travailler mon instrument, je continue d'aller voir des personnes, j'étais toujours en contact avec Alexandre Batty, parce qu'il faudra qu'on parle du changement de prof aussi. Ouais, ça peut être sympa. Parlons-en peut-être, tu vois, parce qu'on va parler après de l'orchestre, mais justement, dans toute cette période-là, comme tu dis, il y a Alexandre Batty, donc au CNSM, pour contextualiser, il y a un changement de prof parce que Clément Garec et Antoine Curé partent les deux profs. En retraite. Ouais. Et donc c'est à ce moment-là que sont recrutés Alexandre Batty, Marc Guejon. Et donc toi, tu te retrouves dans la classe d'Alexandre Batty. Et Stéphane Gourva. Et Stéphane Gourva. Ouais. Et donc oui, en quoi justement il t'a aidé dans ce moment où tu passais des concours, lui qui est une bête de concours et qui est réputé comme tel. Clairement. Après avoir été bien coaché par Clément Garec. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Eh ben, ça a été hyper complémentaire de faire ces 4 années avec Clément Garec et les 2 ans avec Clément Garec et Pierre Gillet. Et ces 2 ans avec Alexandre Batty, Stéphane Gourva. Vraiment, si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Parce que voilà, on en a parlé tout à l'heure, le côté tempérament, coaching de M. Garec et M. Gillet. Et après, l'étape d'après, avec Alexandre Batty, Stéphane Gourva, c'était d'être ultra pointilleux. Mais vraiment, un point, un trait, ça se respecte. Et Alexandre est très, très intransigeant sur ça. Le caractère, l'expression, passer d'un trait d'orchestre, on les enchaîne en concours, musique française, musique allemande, Vienne, enfin voilà. Il attachait beaucoup d'importance aux enchaînements de traits sur le fait qu'on passe, que ça soit très audible, musique française, enchaînée sur du Bruckner, voilà. Donc on a beaucoup travaillé ça, les enchaînements, l'exigence. Et pour la petite anecdote, le premier cours avec Alexandre Batty, ça a été un peu raide comme changement. Ça c'est pareil, c'est un souvenir qui va rester. Donc ils viennent en classe pour se présenter et pour annoncer un petit peu comment les choses vont se passer, comment ils voient les choses. Et donc, dans leur façon de procéder, ils parlent pas trop de concours. Et quelques semaines ou très peu de temps après, il y avait le concours à l'Orchestre de Paris, le concours que Célestin a remporté. Et donc moi, je lève la main timidement. Oui, mais pour les concours, les traits d'orchestre, du coup, ça se passe comment? Parce que là, il y a l'Orchestre de Paris. Et là, Alexandre saisit la branche. Il me dit « Ah, mais parlons-en ». Eh ben, tu vois, c'est très bien. Mais alors, Jousmé, il fait des finales, mais il gagne pas. Donc, c'est qu'il y a des choses à régler. Je fais, oui, ok. Et là, je le prends, mais genre, je me fais transpercer, je redescends de 14 étages. Mais bon, je l'ai quand même fait, ils m'ont quand même préparé au concours. Encore les 3 mêmes finalistes, Célestin gagne. Et puis de là, après, on a construit les choses. Et pareil, hein, la paire Alexandre Batty, Stéphane Gourva, juste génial. Il y avait vraiment le travail de détail, très rigoureux. Et Stéphane faisait les séances techniques. Où là, on déroulait un peu, on soufflait, voilà, c'était plutôt actif comme... Très bien. Et parlons justement du concours que tu gagnes à l'Orchestre National. D'abord, cornet solo. Ouais. Comment tu le prépares? Je me souviens que c'était un été. C'était en septembre, ouais. Ouais, ça, je m'en souviens. C'était en septembre ou octobre, enfin, très proche de la rentrée. Et j'ai saisi l'opportunité de ce concours
à la rentrée en me disant, en fait, c'est pas compliqué puisque c'est l'été. Donc, soit je profite de l'été, comme la plupart des gens, ou soit je m'enferme et je bûche. Et du coup, je me suis enfermé. J'ai quitté Paris pour aller dans la région d'Angers, pour m'isoler à la campagne et bûcher. J'ai entrepris aussi un travail sur l'aspect physique et mental, coaching physique et mental. J'ai fait appel à Patrick Roger, qui est l'ancien corps anglais de l'Opéra de Lyon. Et j'avais déjà commencé ce travail avec lui en amont pour préparer le concours de Lille, mais il y a eu le Covid, donc tout s'est interrompu. Et donc on a repris ce travail, et un travail qui a été juste ultra bénéfique. Alors, il faut jouer le jeu de ce genre de travail, je pense vraiment, faut y croire. Et juste pour une anecdote sur ça, il faut tout simuler. Faut tout visualiser. Même le mettre la main dans le panier pour le numéro que tu vas tirer, ça se simule aussi. Et il te dit, quel numéro t'aimerais ? Ok, numéro 5, impeccable. Et tu visualises, tu fais ton parcours avec ce numéro. Le jour J, je fais quoi ? Je tire le numéro 5. Tu te dis, mais c'est pas possible. Donc déjà, tu te dis, bon, ok. Ça t'engage dans une démarche où t'es plutôt serein. En tout cas, du coup, le contexte est très familier vu que tu l'as visualisé des dizaines et des dizaines de fois. Donc j'ai joué, j'ai passé tous les tours. Et forcément, de manière plutôt... tout était agréable. Et je me rappelle de Yoko Kojiri, la pianiste de la classe qui m'a accompagné au concours, qui m'a dit, quand on a joué le premier concerto de Brahms, elle m'a dit, mais on a passé un super moment, non ? Je fais, ouais, c'était cool. Pas du stress, mais juste le bon stress. Pas celui qui te submerge. Tout dans le contrôle. Et puis voilà, du coup, je sors vainqueur de ce concours. Et là, je me dis, tu rentres dans un autre dynamique. Voilà, c'est plus le même orchestre, c'est plus le même job. Il faut jouer quand même de la trompette, mais ça reste un peu plus c'est différent. Voilà, avec un petit peu plus d'exigence. Les chefs sont pas les mêmes que ceux qu'on peut trouver à la police. Ouais, donc tu rentres à l'orchestre, c'est pas la même dynamique. Et à quel moment, justement, qu'est-ce que tu te dis à rentrer dans cet orchestre qui est comme une institution ? C'est pas n'importe quel orchestre, qui a un nom, ce que j'ai déjà dit dans d'autres podcasts, j'ai déjà interviewé pas mal de gens, mais c'est vrai qu'il y a un nom très... éloquent, pompeux, orchestre national de France. Avec des traditions. Avec une forte tradition, t'es à la radio. Comment tu découvres cet univers ? Et puis, tu vois, tu disais, on rigolait tout à l'heure avec cette histoire de chemise, etc. Mais là, t'arrives, t'es une espèce de galon invisible. T'es à l'Orchestre national de France. Comment là, j'imagine que la vision de tout le monde de trompettistique change. Est-ce que t'as senti que ça ? Ou non, t'étais dans ton truc et puis non, pas forcément ? Alors, moi, j'ai pris la mesure en intégrant l'orchestre. Parce que sans être assis à la chaise, tu peux pas... pour moi, c'était pas concret. Donc, le fait de m'asseoir à la chaise et d'entendre les collègues, parce que donc, j'étais cornet solo, 3e trompette. Donc, honnêtement, plus 3e trompette que cornet solo à ce moment-là. Tu sens que la tradition, en fait, elle est transmise forcément par les collègues qui t'entourent et voilà, qui te font comprendre que, telle œuvre, on la joue comme ça. Ce qui n'est pas forcément marqué sur la partition, voilà, il y a des petites subtilités de jeu, voilà, qui est vraiment propre à l'orchestre et surtout qui leur est très important. Donc, de toute façon, t'as pas d'autre choix que de jouer le jeu parce que c'est comme ça. Enfin, tu vas pas à l'encontre de ce que te disent, les mecs en stage. Mais puis en fait, tu te rends compte que en fait, ça prend quand tout le monde fait ces petites subtilités, tu fais ah ouais, ok, en fait, c'est cool. Ça change de ce que j'ai pu faire avant et ça rend les choses magiques. Donc voilà, la transmission, c'est vraiment, pour moi, c'est les collègues qui ont fait leur taf là-dessus. Et puis après, tu parles de l'environnement trompettistique autour de ça. Moi, j'ai pas remarqué spécialement. Surtout que c'est allé très vite, en effet, entre le moment où tu passes cornet solo à trompette solo, le concours arrive finalement très très vite. Marc Bauer part en retraite. En fait, j'ai même pas joué avec lui, en fait. Ah, ok. Même au poste de cornet solo, il m'a passé un coup de fil début décembre pour me dire qu'il partait au 31 décembre. Et moi, j'ai commencé le 8 février. Alors, je sais plus l'année. Donc t'arrives troisième trompette cornet solo, en sachant que dans 6 mois, t'as le poste de trompette solo potentiellement. Ouais. Et tout de suite, ça a été une target ? Ouais, clairement. Je me suis dit, en fait, continue. T'es sur la lancée, le timing, il est parfait. Ça faisait pas assez de temps que j'étais à l'orchestre pour être catalogué 3e trompette. Ça me laissait pas trop de temps pour faire des bêtises aussi, tu vois. Donc bien sûr que je me suis dit, vas-y, en fait, je le fais, j'ai rien à perdre, j'ai ma place. Et puis, j'avais pas le poids de se dire, tiens, tu vas jouer devant des collègues, parce qu'en fait, j'étais pas installé à l'orchestre, tu vois. Et puis, il fallait déjà que je sois titularisé quand même.
il y avait déjà quand même une étape, c'était la Je t'ai dit, si je suis titularisation. pas titularisé, j'aurai une deuxième chance. Oui, c'est ça. J'aurais pas eu de problème du coup. Non, mais il y avait déjà. J'ai quand même fait attention de prendre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire de faire ma période de 3 mois de stage correctement, chose qui s'est plutôt bien passée, je crois, enfin, a priori. Euh, et du coup, bah, j'ai annoncé aux gars après que bah, voilà, j'allais faire le concours. Donc, ils ont été hyper arrangeants sur le planning. J'ai eu droit. Ils m'ont laissé 2-3 semaines, voire peut-être un mois, je crois, avant le concours, sans rien, pour que je puisse le préparer dans de bonnes conditions. Donc, tu vois, quand ça se passe comme ça, tu te dis, bon, bah ça va, ils sont pas contre l'idée que je le fasse, tu vois. Et pareil, le concours, du coup, il a été peu de temps après les vacances, encore une fois. 1 an, en fait, j'ai enchaîné concours, période de stage, concours, et période de stage. Donc, ça a duré quasiment 1 an et demi. Ouais, 2 étés un peu Ouais. studieux, quoi. Ouais, mais Je t'ai bon... bien rattrapé, hein, sache-le. Hein, C'est vrai. Ah, j'avais pas l'impression pourtant. Mais oui, mais en fait, ça en vaut tellement la chandelle. Tu te dis, mais en fait, il n'y a pas de problème, c'est bon. Et puis l'été, tu peux quand même en profiter, t'en profites un peu plus raisonnablement. Voilà. Et justement, parlons de ça, justement, donc t'arrives, t'es déjà donc 3e trompette, tu passes premier, et justement, là, il y a une espèce, il y a le poids de la chaise, le poids de l'histoire. Est-ce que tu ressens ça? Ou tu t'essayes de t'en détacher? Comment tu sens cette, tu vois, cette, voilà, tu es le symbole de quelque chose, quand même. Quel symbole. Ouais. Non, je prends pas la mesure. Alors, ok, trompette solo de l'Orchestre National de France, ça, c'est bon, j'ai bien capté le nom à ce moment-là. Mais j'ai pris conscience de ça au fur et à mesure, déjà quand tu dois te taper des tuiles, de ce qu'est vraiment le job, et aussi sur les à côté, c'est-à-dire que on t'appelle faire des masterclass, tiens, faut jouer en soliste, et là je fais ah oui, en fait c'est ça. Et en fait, quand on t'invite, alors en masterclass c'est une chose, quand on t'invite pour jouer en soliste, ben on attend le trompette solo, machin. Donc il y a quand même selon les régions où tu vas, il y a quand même plus ou moins d'étoiles dans les yeux ou de respect pour mesurer les propos. Voilà, il y a une attente en fait. Donc c'est au fur et à mesure sur les projets qu'on te propose que moi j'ai pris la mesure du job. Et si on parle de ce job, pareil, comme je te dis, on se connaît très bien, et j'ai toujours eu l'impression que t'es un homme du collectif. Enfin, tu vois, t'es un team player, et t'aimes la collectivité, t'aimes le partage, sous toutes ses formes. Comment, justement, j'ai l'impression que c'est un rôle qui te tient au-delà de la musique, qui te tient vachement à cœur, l'aventure humaine qu'est l'orchestre. Bien sûr, effectivement, mais j'ai pas encore évoqué le truc, mais c'est vrai que quand j'étais jeune, de mes 7 à 20 ans, j'ai fait du sport co, je faisais du basket. Et je pense que ça a beaucoup joué dans ce truc de collectif. Je me suis retrouvé capitaine de nombreuses années de l'équipe dans laquelle j'étais. Et je pense que ça s'est développé. Je pense pas que j'avais ce leadership à la naissance, mais ça s'est développé grâce à ça. Et puis après, plus il y a de monde et plus... Tu l'as conscientisé ça? Parce que en effet, ce côté leadership, moi j'ai été témoin de ça, et je me suis dit, waouh, enfin tu vois, du jour au lendemain, alors peut-être aussi c'est moi, mais dans la vision, je me suis dit, ouais, on sent qu'il a ce truc-là en lui, et il n'a pas besoin de le faire, et du coup, il arrive à emmener les gens avec lui, et je trouvais ça assez beau, et même des anciennes générations qui étaient fiers de t'aider, tu vois, je pense à... tu vois, des gens que j'ai déjà interviewés d'ailleurs sur le podcast, tu vois, des Jean-Paul Quesnesson qui voient en toi ce côté leadership, ils sont fiers de t'aider, et j'ai senti, comme dans ce côté collectif, une génération de gens qui étaient là depuis longtemps, qui étaient fiers de passer ça et d'avoir un nouveau leadership. Ça, je pense à Fred Boulan, qu'on embrasse, qui dit un nouveau chef de rayon, tu vois. Merci Fred. Non, alors effectivement, les personnes comme Jean-Paul, François Christin, avec qui on partage la loge, donc forcément que je côtoie plus que le reste d'autres, et puis mes collègues Greg, Dom, ils ont toujours eu des petits mots gentils, bienveillants au long de ma période de stage, et même un peu après aussi. Voilà, ça peut encore, je peux encore l'entendre. Et c'est vrai que ça stimule, ça motive, et tu te dis, bon, ça va, je suis dans le bon. Pour l'instant, je fais pas de faux pas. Mais bon, c'est des mots bienveillants, c'est bien, mais il n'y a rien d'autre que l'expérience pour acquérir
pour vraiment avoir le job en soi. Et tu vois, c'est drôle qu'on parle de ça, mais il y a quelques semaines, mois maintenant, Dominique Brunet qui me dit putain, bon, je sais pas comment on en est venu à parler de ça, mais sûrement autour d'une bière. Et il me dit il y a quand même eu du changement là, Rémi. Franchement, ça y est, tu as la chaise. Et Sarah Nemtanou m'avait dit quand je suis arrivé, il faut 5 ans pour avoir la chaise. Tu vois, donc j'entends ces mots de la part de Dominique et j'ai dit bon, bah écoute, a priori je suis toujours dans le bon, ça va, j'ai pas pris trop de retard. Mais effectivement, je me suis senti soutenu de la part de mes collègues, de mes aînés. Ça a été très agréable quand même. Et t'as ce truc-là en toi, que ce soit à l'orchestre ou ailleurs, justement, t'as un grand respect des aînés, j'ai toujours ressenti ça, et c'est un truc qu'on partage en plus. Donc, ouais, mais parce que on a beaucoup de respect pour les aînés aussi, tu vois. Moi, j'aime bien passer du temps avec les aînés pour ne serait-ce que les anecdotes à l'orchestre. Enfin, c'est des sujets de conversation différents de quand on est entre nous, tu vois. Enfin, c'est pas les mêmes soirées. Et moi, j'aime beaucoup parler avec les générations au-dessus de nous. Très bien. Comme tu le sais, le podcast se nomme Cuivre à la française. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Bah, forcément, on l'a dit tout à l'heure, des traditions, de par la chaise que j'ai, dans l'orchestre où je suis. Et puis, bah, on a quand même un passé extraordinaire. On écoute aussi beaucoup de musique, au-delà de la variété classique. Et on a une affect pour les musiques de film aussi. Tu vois, tout ce patrimoine de musique que les plus grands nous ont laissé. Voilà, y en a 2 beaux là. Moi j'ai beaucoup de, comment dire, c'est pas une priorité que de la transmettre, mais quasiment quoi. Je veux que ça reste, je veux pas que ça soit trop dénaturé non plus, même si ça évolue forcément. Mais c'est pour ça que tu m'as fait un bignou qui va dans ce sens-là. C'est pour ça que je joue la Alfred aussi à l'orchestre. C'est pour que notre identité de trompettiste français, de son, de cuivre à la française, perdure encore et encore. Parce que maintenant, on joue les palettes aussi, tu vois. Y en a même qui jouent beaucoup la palette, qui font leur technique avec, tout ça, c'est génial. Mais moi, dans mon enseignement, c'est pas un truc qui m'est important, la palette. On la travaille pour les traits d'orchestre, oui. Mais la piston, ça reste la priorité pour moi. Très bien, il y a plein de sujets dont on va parler. Parlons de pédagogie. Oui. Tu es pédagogue depuis quelques années. Oui. Qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait d'enseigner ? Qu'est-ce que tu transmets à tes élèves et qu'il est important de transmettre à ses élèves ? Pareil, dans cet esprit collectif, j'ai toujours eu l'impression dans cette dimension-là que il était important pour toi de transmettre ce que toi-même tu as reçu, aussi bien sur le côté trompettistique et technique, mais aussi dans cette dimension autre qu'est l'ambiance, etc. Ouais, non, mais c'est des choses qui sont importantes pour toi. Tu peux nous en parler ? Oui, et comme tu l'as dit, je fais en sorte de reproduire ce que j'ai vécu. Vu que ça m'a été ultra favorable, bénéfique, je me dis que la recette marche. Donc la passion, la bienveillance, mais quand même l'exigence avant tout. Et surtout que ça soit une ambiance de classe saine, que tout le monde se tire vers le haut, qu'ils viennent tous ensemble bosser le matin. Alors, j'ai commencé le premier poste d'enseignant que j'ai eu, hormis quand j'étais étudiant à Montpellier, à Paris, c'était au Conservatoire du 20e, quand Pierre Gillet est parti. Là, j'avais des petits. Donc là, c'est plus compliqué pour l'ambiance de classe. Mais la responsabilité aussi de débuter les élèves, la position, l'implication, faire comprendre aux parents que il faut bosser un petit peu tous les jours. Voilà, ça c'est d'autres difficultés à d'autres moments du cursus des élèves. Mais pour en revenir aux élèves que j'ai là à Rueil, l'ambiance de classe, elle est primordiale pour que tout se passe bien. Qu'ils aient envie de venir bosser, qu'ils soient motivés de bosser même s'ils sont tout seuls, leur faire voir du répertoire, leur dire que les stages l'été, c'est ultra formateur. Et je suis dispo pour eux. Je n'ai pas compté les heures, mais je pense que je suis un peu au-delà du papier.
Parce que Manu l'a été aussi, et quand il y a des échéances, il faut driver. Très bien, justement, sur le côté pédagogique, j'ai envie de parler d'un moment phare de nos années, mais des années, justement, c'est... Alors évidemment, en plus, toi, tu as été prof sur 2 stages, Ouais. mais justement, est-ce que tu peux donner à des jeunes étudiants qui l'envie de faire des stages, évidemment, parler de Surgères, auquel tu es prof et où il se passe des choses phénoménales, et puis, par le passé, tu as été prof à Cuves en Pays Basque, parler de ça, mais en effet, je trouve que il se passe des trucs dans les stages, il y a des déclics qui peuvent se faire dans ce type d'endroit. Tu vois les profs dans un autre chose, dans un autre cadre, pardon, bien tu sûr. peux nous en parler de ça, et particulièrement de Surgères, donc tu es prof, où il y a une ambiance un peu magique là-bas. Bien sûr. Et en plus de ça, ce qui est assez magique à Surgères, je trouve, c'est que c'est un stage qui est... ils ont fêté leurs 20 ans. Ouais, voilà, même plus 25, je crois. Enfin, c'est énorme. Et tu t'es inscrit dans une nouvelle génération de profs qui est arrivée, et il y a une espèce de transmission entre les anciens et les nouveaux, et je trouve ça fabuleux à voir, quoi. Donc, non, mais en plus, j'ai la chance de pouvoir en parler à peu près objectivement, parce que j'ai la vision de l'élève que j'étais au moment où je faisais les stages, et là, de le vivre de l'autre côté. Donc, c'est les meilleurs moments. Parce que le contexte est complètement différent, on a quitté le foyer, on est un peu exotique comme ambiance, et surtout on peut passer des moments avec les profs privilégiés, échanger et aborder des sujets qu'on n'aurait pas osé aborder pendant l'année ou devant d'autres élèves. Et surtout, c'est qu'on a un panel de profs. À l'année, tu as un prof. Là, sur une semaine, tu as 5, 6, 7 profs. Donc, tu peux prendre... Alors, autant tu peux te perdre, mais autant tu peux prendre des infos de partout, et après, tu fais le tri, et ça, c'est juste incroyable. Pour parler de Surgères, entre midi et 2, aller un petit tournoi de foot. On se taquine, on se chambre l'après-midi parce qu'il a pris un petit pont, parce que voilà. Donc, c'est vraiment une autre atmosphère. Vraiment. Et le soir, bon, en plus, maintenant, il y a le festival. Donc, on va se poser au château. Un cadre qui est quand même très sympa, donc ça peut désamorcer des discussions, effectivement, et toujours d'échanges, ça c'est sûr. Et les élèves rencontrent d'autres élèves, ils écoutent d'autres élèves d'autres régions. On s'en rend pas compte quand on est élève à quel point en fait on nourrit, on fait son réseau dans ce genre de stage. Bien sûr. Moi, enfin, ça commence là, ça commence là, et évidemment dans certains concours, mais c'est vrai que moi il y a plein de gens. Je réfléchis, quand je l'ai rencontré, c'était quand j'étais moi-même stagiaire, et voilà, tous les gens de ma génération, on a beaucoup. Et c'est vrai que quand t'es étudiant, tu conscientises pas forcément tout ça, tu vis ton truc, et puis voilà, quoi, tu te rends pas forcément compte. Bah non, parce que y a pas de carrière à ce moment-là, enfin, on n'est pas là-dedans. Mais c'est vrai que le réseau, ça commence là. Tu vois, donc il y a eu Surgères, où, en plus, tu le sais, mon père est natif de quelques kilomètres, donc j'ai toujours ma grand-mère là-bas. Donc il y a aussi cet aspect familial qui m'est cher, donc c'est toujours c'est un plaisir. Quand Clément m'a proposé d'intégrer le stage, j'étais très honoré. En plus d'enseigner avec Manu, qui était mon professeur. Et tu l'as dit aussi, j'ai fait 2 ans à Cuves en Pays Basque, où là c'est pareil, hein, tu passes des moments, tu les vis avec nous. Un cadre de folie, des gens superbes. Et dans ces 2 cadres-là, on y trouve même l'amour. Oui. Oui, je t'aime, chérie. Mais non, bien sûr, on y fait des rencontres. Exactement. C'est bien dit. Et non, mais c'est des endroits où on s'est tapé des fous rires énormes quand même, hein, aussi bien l'un qu'à l'autre. Mais j'incite les élèves à vraiment réfléchir à faire des stages. Alors ok, il y a l'aspect financier, voilà. Non, mais c'est des vrais investissements, c'est ça qu'il faut voir. Ouais, c'est un investissement, exactement. Complètement. Très bien. Maintenant, parlons de matériel, tu as commencé à en parler. Ouais. Parlons de ce projet qu'on a mené ensemble. Moi, j'étais super fier de faire cette trompette avec toi. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu passer la chose, donc on a mis au point une trompette ensemble qui s'appelle la trompette Ludovic, mais qui s'inscrivait un petit peu dans toutes nos valeurs communes, que sont évidemment la trompette française, le patrimoine. Donc, elle s'appelle Ludovic, en hommage à Ludovic Vaillant, qui était ton prédécesseur il y a bien longtemps. C'était le premier trompette solo. Et on est allé retrouver son arrière-petite-fille qui nous a mis à disposition une trompette, etc. Tu peux nous... Alors, moi, forcément, je suis pas très objectif, mais comment toi, tu as vécu ce truc-là, nous parler de cet instrument et ce qu'il te procure au quotidien? Je vais être transparent là-dessus. C'est-à-dire que tu m'as fait un proto qui était déjà nickel, quoi. Donc,
rien, j'ai pas grand-chose. C'est vrai, j'ai pas fait grand-chose. Non, mais c'est vrai. tu vois. Alors, ce qui est Mais parce vrai. que tu me connais, parce que. Non, mais c'est voilà. ça, c'est rigolo parce que on se connaît tellement que, en fait, si tu vois, ce qui est très plus dur dans mon métier, c'est de comprendre et de faire les choses et de comprendre, tu vois, avec Ibrahim Malouche, tu vois, le temps qu'on accorde tu vois, que je comprenne exactement ce qu'il voulait, il a fallu un an et demi. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai qu'on se connaissait tellement que, bon, une fois que tu m'as dit, OK, on va le faire, etc., bah, je savais ce que tu voulais. Et donc, du coup, je le savais surtout même mieux que toi, presque. Oui, bah peut-être bien, oui. Oui, parce que c'est vrai que je suis pas un fada de matos, d'embouchure, de branches. Enfin, je serais incapable de... Enfin, il faudrait que je sois capable d'expliquer comment t'as conçu la trompette, tu vois. Mais je suis arrivé, je me rappelle, tu m'as engueulé parce que j'étais venu sans ma trompette en plus. Ah bah oui. J'étais avec mon embouchure dans la poche. Tu m'as dit, bah qu'est-ce que tu fais là? Elle est où ta trompette? Bah... Je sais pas, tu m'en as fait une, donc... Enfin bref. Et on a fait 2 réglages, et la trompette, la touche, le machin homogène, j'ai fait... Bon, bah d'accord. Validé. Non, puis après, moi, dans ce projet-là, enfin, bon, je te le dis, parce que j'ai un micro, j'ai l'occasion de te le dire, mais je suis honoré, et j'ai l'impression de donner un outil à un copain de singularité, de différenciation, de raconter une jolie histoire, et qui, en plus de ça, évidemment, me sert à moi aussi, mais l'aventure humaine, l'aventure de copain, elle est plus forte que tout, quoi. Non, mais bien sûr, et puis j'étais le premier touché de ce projet ensemble. Très bien. Alors, avant de passer à une boîte à questions, j'ai une surprise pour toi. J'ai des questions qui viennent de gens qui te sont chers. Alors, attends, je reprends mon fichier. Voilà. J'ai peur. Ouais, voilà. Question de Gabriel Géant, ton premier prof. Oh, tu vois là, je suis allé chercher loin. Tu vas me faire chialer là. Que conseilles-tu à de futurs musiciens en herbe pour affronter ce chemin qui mène à ce métier? Eh bien, pour des musiciens en herbe, ce que je leur conseille, c'est de travailler un petit peu tous les jours. Voilà, ça déjà, c'est la clé. Et surtout, de la pratique collective quand on est petit, c'est ce qui stimule le plus, je pense. Donc, c'est d'être très assidu quand on a les orchestres à l'école et de profiter de ces moments-là, parce que c'est des rencontres, c'est de la musique ensemble, donc c'est toujours plus sympa que travailler à son pupitre tout seul. Mais donc, le partage et l'assiduité. Voilà. Très bien. Une question d'un autre de tes professeurs, éminent professeur, monsieur Emmanuel Colombert. Qu'est-ce que la pratique du jazz, de l'improvisation et d'un certain lâcher-prise t'a apporté dans ton métier de musicien d'orchestre? Je reconnais bien là la patte d'Emmanuel Colombert. Déjà, une ouverture d'esprit. Et puis ce lâcher-prise que tu mentionnes dans la question, Manu, pour moi, c'est la clé pour jouer le plus sainement. Voilà, de lâcher prise et de pas trop se prendre la tête quand on a bien travaillé en amont. C'est de laisser aller les choses, et quand on a le bagage suffisant, ce lâcher prise rend ce bagage encore plus lourd. Très bien. Il m'a posé une petite question en off, c'est à quand le mariage? De quelle activité as-tu envie pour ton EVG? Je sais pas pourquoi il dit ça. Tu verras avec lui. Ouais, je répondrai. Je t'appelle, Manu. Très bien. Et en passant à la question, il a posé la question à Nico Serrano, qui t'envoie une question aussi. Maintenant que tu enseignes, quel conseil tu pourrais donner à un élève un peu impatient, un peu énervé, qui traverse d'un coup de pied le mur de sa chambre ou de la classe de trompette? J'ai l'impression que c'est chier, parce que je l'avais en anecdote, celle-là. Ah merde. Non, voilà. Mais très bien. Non, mais merci, Nico. Oui, ok. De toujours garder son calme. Vraiment, c'est important, et on n'a rien de bon, on n'obtient rien de bon en s'énervant. Très bien. Question de Robin Paillet. Comment tu as géré le fait d'arriver très jeune dans un poste de trompette solo, dans un orchestre, avec des gens plus âgés que soi? Ok, alors très jeune, tout est relatif. Je pense qu'il y en a qui sont rentrés beaucoup plus jeunes que moi à ce genre de poste. Mais c'est d'avoir toujours le respect des aînés, ça c'est certain, de les écouter. Et si on n'est pas entièrement d'accord, c'est de discuter. Mais pour l'instant, j'ai pas eu ce cas de figure-là. Mais en tout cas, c'est de prendre note des conseils des anciens. Très bien. Une question de Clément Garec. Ouais. Quelle œuvre t'a donné le plus d'adrénaline en tant que trompette solo? Ok, alors j'ai peu d'expérience finalement encore au poste de trompette solo, donc je suis loin d'avoir joué tout le répertoire. Je crois que la 9e de Malheur, là pour l'instant, c'est ce qui m'a le plus stimulé. Voilà.
Là, j'avais plutôt soif après le concert. Très bien. Et justement, il m'a fait une petite question en off aussi. Il fait, c'est quand que tu vas te bouger ton cul pour venir me voir? Mais il finit pour te dire qu'il est très fier de toi. Je crois qu'on s'est envoyé des messages récemment, mais non, mais pareil, je vous appelle, mais en tout cas, ce sera avec grand plaisir que je viendrai vous voir, et merci pour ces années, monsieur Garrick. Très bien. Une dernière question surprise de ton papa, de Patrick. Ouais. Peut-être tu l'as contacté comment, quoi. Attends, j'ai pigeon voyageur. Est-ce que ton passage à l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée a été un déclic pour la suite de ton parcours? Oui, mais effectivement, ça a été c'est vrai que j'ai pas évoqué, mais ça a été le premier concours d'orchestre que j'ai fait, en fait. Voilà. Et premier moment d'orchestre, première considération pour l'orchestre, phase d'apprentissage. Je me rappelle, on était encadré par Éric Sombré, qui est prof de corps à Avignon. Mais premier concours d'orchestre, voilà, c'est... Puis là, il y avait des gens qui jouaient, puisque il fut une époque, Manu pourrait en parler, mais où l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée rayonnait presque plus que l'OFJ, de par tout le bassin méditerranéen. Donc, il y avait de très, très bons éléments au sein de l'OFJ, de l'OJMED, voilà, l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée. Et moi, je me suis retrouvé là, j'avais 14 ans. Bon, je pense que j'étais le plus jeune ou un des plus jeunes. Mais donc, tu découvres un environnement de gens un peu plus affûtés sur plein de choses. Et c'est voilà, de la prise d'infos partout, aussi bien musicalement que pour la vie, quoi. Très bien. Et une dernière question de ton papa. Lors des différentes rencontres que tu as fait, que ce soit classique, jazz ou variété, quel musicien t'a le plus marqué? J'en ai bien un qui me vient en tête là. Avec l'ODGA, c'est quand même le patron, quoi. Puis j'ai fait un de mes premiers stages d'été, c'était avec lui et Jean Gobinet. Donc il y a tout le contexte, et puis tu connais on connaît tous l'ODGA, on sait tous comment il joue. Et puis la personne qu'il est, quoi. Très bien. On va maintenant passer à une boîte à questions. C'est une question que je pose à tous mes invités. Yes. Quelle est ton œuvre préférée? 7e de Bruckner. Le ou les musiciens qui t'ont le plus influencé? Alors pour le classique, mes professeurs déjà. Et après, David Guerrier, Frédéric Mélardi, voilà, ça c'est des sons que j'aime bien. Très bien. Si tu croisais le jeune Rémi qui va rentrer au CNSM, qui arrive en short, banane, banane, qui n'a pas encore ses belles lunettes, mais bon. Mais bon, quel conseil tu pourrais lui donner? Acheter des pantalons, peut-être? Ouais. Non, mais tu vois, ça c'est... oui, on peut en parler aussi, tu vois. On est très copains, oui, c'est drôle. C'est que je me souviens, tu as toujours une grande candeur d'arriver, alors déjà voir le monde avec des étoiles dans les yeux, et c'était super drôle, mais cette candeur et le côté sudiste faisait que t'avais pas forcément les codes, et qui était super drôle à voir. Non. Si tu veux, quand ça dépasse les 30 degrés, je mets un short, quoi, tu vois. et en fait, j'allais bosser avec Pierre, qui me faisait... Je crois que c'était le premier cacheton que j'ai fait en arrivant à Paris, donc au bout de quelques mois de vie parisienne, à l'orchestre de chambre, et il fait 30 degrés, donc je mets un short. Et puis j'ai vite appris que ça se faisait pas. Voilà. J'ai plus refait la bêtise. Donc c'est pour ça, très chers élèves, si je vous embête, c'est parce que j'ai subi des échecs là-dessus. Quel est ton meilleur souvenir de concert? En tant qu'auditeur ou... En tant que musicien? Enfin, les deux, peut-être les deux, citons les deux. Auditeur, sans hésitation, Earth, Wind & Fire à Surgères. Ah oui? C'est la première année du festival. Alors c'est Earth, Wind & Fire, alors... donc il n'y avait pas les bêtes, forcément, de l'époque, mais en tout cas, le groupe, c'était incroyable. Je pense que le concert, en ressenti, il a duré 5 minutes. Et après, en classique... Je réfléchisse bien, quand même. Il y a un bon souvenir, un très bon souvenir, c'était avec l'Orchestre des Cuivres français. Avec Thierry Cans, quand on a joué à Tarascon, on a fait... Ouais, donc là, c'est le côté où tu jouais, tu veux dire. Ouais, ah oui, pardon, ouais. Oui, pardon, j'ai switché. Mais ouais, donc ça, c'est un très bon souvenir, où j'ai fait des rencontres. Et puis, l'orchestre
des cuivres français. Et après, à l'audition, si. Toujours à Surgères. Putain, c'est fou, ça, comment ça m'a marqué. Quand l'ensemble de cuivres de Surgères a joué les tableaux sous la direction de Philippe Ferraud. Là, c'est pareil, il y a eu. Ça s'est arrêté. Le temps s'est arrêté. Ah, c'est rigolo, je n'étais pas le premier à parler de ça. Je crois que Jérémy Dufort en avait parlé. Donc lui, en tant que player. Ouais, complètement. Ouais. Est-ce que tu aurais une anecdote cocasse à nous raconter de ta carrière? Il y en a évidemment plein. Alors, il y en a plein qu'on ne peut pas raconter aussi, mais celle que tu as amorcée tout à l'heure, c'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais j'en menais pas large à ce moment-là. Donc, j'étais à la PPE, donc avec cette fameuse carte de police. J'arrive à la gare de Lyon. Et là, je vais pour prendre le train, forcément, à la gare. Et je me rends compte que j'ai pas mon billet dans l'application. J'ai dû faire une fausse manip, mais il faut que je parte quand même, tu vois. J'avais quand même j'avais pas envie de poireauter 3 heures à la gare. Donc j'interpelle un contrôleur, je lui dis je suis désolé, j'ai pas de billet, mais faut que je parte. Et là, je lui montre le fameux sésame. Donc forcément, il ouvre les portiques et me dit tu peux aller t'asseoir là, tel wagon, telle place. Ok, super, merci beaucoup. Donc le trajet se passe super. J'arrive à Avignon. Et quelques dizaines de kilomètres avant d'arriver, il y a le contrôleur qui vient me voir. Il dit excuse-moi, est-ce que tu peux intervenir, s'il te plaît? On a un différend entre 2 passagers. Donc là, je respire un grand coup et je lui dis gentiment que je suis censé rester discret. Mission secrète. Je suis agent secret. Non, bref. Donc, il insiste un peu et puis je lui dis vas-y, on va aller assumer le truc. Donc là, on sort du train, on fait quelques mètres, on va... Le tout avec sa boîte de trompette dans le dos. Ah bah oui, j'avais ma boîte de trompette dans le dos, ma casquette, ma petite banane, je partais dans le sud, quoi. Et donc, on arrive dans le wagon en question. Je suis le contrôleur qui rentre dans le wagon et qui, en rentrant dans le wagon, dit « Voilà, il y a la police !» Et là, tout le monde, t'as le wagon plein, tout le monde se retourne. Et moi, je suis avec ma boîte de trompette sur le dos. Bonjour police. Et donc on a réglé ce différend et puis voilà, mais la personne qui était concernée m'a quand même redemandé ma carte une deuxième fois pour dire à quel point j'ai été franc, tu vois. Mais donc voilà, je suis sorti du train, j'ai raconté l'anecdote à mon père et il dit celle-là elle est pas mal quand même. Très bien. Dans ton parcours, quel a été ton échec le plus vertueux? C'est facile de dire tous, mais celui pour lequel je me suis le plus déculpabilisé, c'est Montpellier. Parce que j'avais vraiment, comme je te disais, cœur à retourner à Montpellier. Et puis en fait, après, je suis rentré au National, donc je l'ai bien digéré finalement. Très bien. Quel est ton enregistrement préféré? Alors, hashtag trésor caché, tu vois, c'est une question que j'aime bien poser. Un truc un peu méconnu. J'ai pas réfléchi à ça. Mais va peut-être toi qui es aussi spécialiste dans de la variété, des gens qui pour toi, tu vois, que les gens connaissent pas assez, où il y a des sections sympas. C'est un trésor caché peut-être pour plus jeune génération, mais Captain Mercier. Ouais, c'est vrai. C'est le Tower of Power à la française, à la française, pardon. Donc ça, il faut écouter. Très bien. Le meilleur compliment que l'on t'ait fait? C'est joli, ce que tu fais. Ça, c'est un beau compliment, tu vois. Parce qu'on t'en a jamais dit ça sur tes lunettes, sache-le. Ah, tu crois? J'en connais d'autres. Non, mais vous me branchez tout le temps avec mes lunettes, mais elles sont très bien. Elles sont souvent sales, mais sinon elles sont bien. Non, ouais, c'est joli, c'est beau, et venant d'autres instrumentistes que des trompettistes. Voilà. Ça me touche. Question technique, je suis pas sûr que... Quelle question on ne t'a jamais posée que tu aurais aimé que l'on te pose? Ah, purée. Alors celle-là, qu'est-ce que tu bois? Non, on en a parlé hier, parce que je t'ai dit que celle-là, je buguais un peu, et... Mais il n'y a pas un truc dans l'enseignement, dans la pédagogie, où tu te dis... pas qu'on te pose à toi, mais qu'on te dit, tiens, c'est fou, enfin, les étudiants sont focus sur un truc, et en fait, la vérité, elle est bien loin de ce qu'ils imaginent, en fait, tu vois. Je suis pas sûr que... J'ai pas souvenir, en tout cas, que mes élèves m'aient demandé combien de temps je bossais par jour quand j'étais au même stade qu'eux, au même âge qu'eux.
Et Parlons-en de ça, c'est des sujets que les gens se rendent pas forcément compte. Tu vois, le temps de travail, bah, tu vois, si je reviens sur le sujet travail technique à la classe avec Manu, à Montpellier, Manu et Nico, mais les heures de travail, je les compte pas. En même temps, j'étais en achat, en horaire aménagé. Et le taux d'absentéisme que j'avais au lycée, et j'étais pas dans mon lit, j'allais au conservatoire. Hein. Qu'on s'entende bien. J'espère que mes parents vont me croire. Parce que c'est vrai. Mais donc, j'arrivais à 8h30 avec Louis, que tu connais aussi, entre autres. On était au conservatoire. On arrivait à 8h30, on bossait jusqu'à 11h30. L'après-midi, c'était souvent plein parce qu'il y avait les achats, justement. Et on revenait à 17-18h. Et en fait, Manu était tellement dispo qu'on savait qu'une fois sur deux où on allait venir, on allait prendre cours avec lui. Donc, on avait tout intérêt à venir au conservatoire bosser. Donc, je pense que j'étais dans les grands moments à 6 heures de trompette par jour. Voilà. Et ça, c'est un passage. Il faut bien les faire. Faut pas enchaîner 6 heures comme ça. Faut bien les espacer, prendre des pauses. Mais ces 6 heures qu'on a fait pendant toutes ces années-là, eh ben, elles étaient plus à faire après. Maintenant, le travail technique, je l'entretiens, je le bosse plus vraiment, tu vois. C'est l'entretien. Et quel rapport tu as aujourd'hui avec ce fait de travailler, enfin une journée normale idéale, c'est combien d'heures de travail en aménageant le travail de l'orchestre, les cours, tout ça? Ça dépend un petit peu de ce qui arrive à l'orchestre, des projets qu'il y a sur un futur proche. Mais 3 heures de trompette, ouais, c'est la moyenne, 3-4 heures de trompette. Ouais. Et excuse-moi, je te coupe les chics, mais l'équilibre entre les cours et mon travail à l'orchestre, je le trouve juste génial parce que ça m'oblige alors, je fais les séances techniques avec les élèves, donc moi, je me remets à jour, je découvre aussi de nouveaux exercices techniques, mais surtout, je travaille les études, les concertos. Je les rebosse parce que t'as pas envie de passer pour un fifre, tu vois. Donc, alors, quand c'est des trucs un peu NZ, compagnie, contemporain, là, souvent, je me retire. Je donne des conseils verbaux. Mais non, t'es obligé de bosser les concertos un minimum quand même pour être crédible. Très bien. Et une dernière question. Qui aimerais-tu écouter sur ce podcast? Tu le sais. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit. C'est la même que Ravière que j'ai pas encore. Ah, alors, non, parce que je l'avais pas, celle-là, à ce moment-là. Ah, Éric Josserand. ah non, oui, bien sûr. Éric Josserand, tu le sais. Parce que il y a eu Claude, il y a eu Jean. Oui, c'est vrai. Non, mais il en manque quelques-uns. Vu que j'ai baigné là-dedans, Kako Besso aussi, tu vois. Ouais, bien et sûr. moi, c'est leur expérience de musicien, de vie autour de la musique, elle doit être incroyable. Tu vois, Alex Perdigon aussi au trombone. C'est des gens que, voilà, je pense qu'il y a des anecdotes aussi sympas. Très bien. Ouais. Écoute, Rémi, merci beaucoup d'être venu sur ce podcast et à très vite. Merci à toi et à très vite. À très vite.